Bonjour, avant d'ouvrir enfin le livre de l'Exode, il nous reste à voir ce qu'est devenu le sanctuaire de Joseph Aménophis après la chute du pharaon Akhenaton. Alors d'abord, il faut se rappeler qu'à ce sanctuaire, qui était vraiment un haut lieu de formation pour les artisans et pour les scribes de l'école de Joseph Aménophis, est assigné un important décret du pharaon Amenhotep III, c'est-à-dire le père de Akhenaton, Amenhotep III qui avait fait bâtir ce sanctuaire. Ce décret est bien connu par une stèle de 81 cm sur 62 qui est actuellement au British Museum de Londres et qui a été découverte en 1838. Et comme tel, c'est l'un des documents archéologiques les plus anciens de l'égyptologie. Alors que dit ce décret ? Eh bien, il énonce les lois qui vont régir le fonctionnement du sanctuaire de Joseph Aménophis et notamment il interdit à quiconque de recruter ou d'employer le personnel de la fondation funéraire, à savoir les prêtres, les artisans, les serviteurs, autant que les paysans qui lui sont attachés, pour autre chose que la bonne marche du sanctuaire. Tous sont donc exempts de la corvée, c'est-à-dire de la mobilisation obligatoire pour travailler aux grands travaux en Égypte, tels que l'entretien des canaux d'irrigation, une mobilisation qui revenait après chaque crue du Nil, ou alors la construction de villes ou des grands monuments. Une telle corvée pouvait être d'ailleurs levée par Pharaon, comme par l'administration régionale ou celle des temples. Et normalement, toute la population d'Égypte était corvéable. Et il faut dire que ce système n'avait pas que des inconvénients, puisque en Égypte, il rendait inutile le recours à l'esclavage. De plus, ce décret d'Amenhotep III dit explicitement que le personnel du temple ne peut pas être enrôlé dans l'armée, et au demeurant, notons tout de suite que cette exemption de corvée et de service militaire sera exactement le privilège des Lévites dans la Torah. Alors retenons bien tout ça parce que ça va nous être très précieux pour comprendre les futurs événements bibliques. Maintenant, disons quelques mots sur la destinée du sanctuaire mémorial de Joseph Aménophis. Alors, autant le dire tout de suite, elle fut absolument unique. D'après les documents, ce sanctuaire a fonctionné sans discontinuer pendant la 18e, pendant la 19e et la 20e dynastie, c'est-à-dire près de 300 ans. Et Ramsès III va même le restaurer de sorte qu'à la fin de la 20e dynastie, le temple est 6 fois plus grand qu'à l'origine. Il compte environ 3000 individus, ce qui peut paraître modeste, mais qui en réalité est phénoménal dans la mesure où, si vous voulez, le sanctuaire était en quelque sorte la maison mère de tout un réseau qui couvrait l'Égypte. Un peu à la manière des grands ordres bénédictins au Moyen-Âge, qui avaient des monastères et des prieurés un peu partout en Europe, tous affiliés, qui à Cluny, qui à Cîteaux, etc. Ce sanctuaire mémorial gardait les secrets techniques qui permettaient à l'Égypte de conserver son savoir-faire, et donc il constituait une référence essentielle de la tradition. Du coup, son clergé, comme ses intendants, en particulier le grand prêtre et le grand administrateur, avaient vraiment une position sociale parmi les plus élevées en Égypte. Maintenant, il faut faire mémoire d'un événement important qui a eu lieu à la fin du règne de Ramsès III, et il s'agit de la révolte des artisans de Deir el-Médineh, le village des artisans, dont il faut au moins ici dire quelques mots. Vous vous rappelez que lorsque Akhenaton meurt, le clergé de Amon va reprendre les rênes avec rage et il va disperser les artisans qui ont œuvré à El Amarna. Une partie d'entre eux émigre en Canaan, les fameux Izi-Iryar. Une autre rejoint la Basse-Égypte où ils retrouvent sans doute leur village d'origine et une dernière partie enfin est déplacée vers Deir el-Médineh, le village artisan de la vallée des rois. Pourquoi faire ? Pour travailler à l'entretien des monuments de la nécropole, la fameuse vallée des rois. Ces deux derniers ensembles sont les houbrous, les pestiférés. Sauf que pour s'en tenir au village, pour le coup, il s'agit maintenant d'un ghetto, puisqu'ils connaissent l'emplacement des tombes royales de la vallée des rois, et ils connaissent leurs trésors, ces artisans et leurs familles étaient sévèrement gardés avec interdiction de sortir du village pour parcourir l'Égypte. Des caravanes leur apportaient quotidiennement l'eau de la citerne, les légumes, la viande, le bois, le matériel pour travailler, etc. Autant de livraisons en nature qui permettaient évidemment aux artisans de ne se préoccuper
que de leur art. Attaché à ce village, il y avait un scribe du nom de Amenarté, et qui rapporte la chronique au jour le jour d'une révolte qui a eu lieu donc à la fin du règne de Ramsès III. Qu'est-ce qui s'était passé? Les livraisons en nature des artisans de Deir el-Médine avaient pris 3 semaines de retard. On ne sait pas pourquoi, mais sans doute à cause de la corruption des fonctionnaires ou des dignitaires de l'époque. Toujours est-il que les ouvriers vont décider de marcher vers les sanctuaires royaux les plus proches, à savoir celui de Ramsès III, de Horemheb et de Joseph Aménophis, qui sont sur la même rive ouest du Nil. Ils arrivent sur la place avec force et grand bruit. Les altercations durent toute la journée et au soir, les grévistes vont faire un sit-in à l'entrée du temple de Horemheb. Les autorités viennent négocier, comme quoi vous voyez qu'on n'a rien inventé. La protestation s'apaise et voilà que les grévistes se rabattent sur leur village. Sauf que ce n'était pas la première fois que de tels événements se produisaient. Déjà 1 an auparavant, une grande agitation avait eu lieu dans le village des artisans et Amenarté lui-même avait réussi à calmer les villageois. Il s'était rendu au temple de Horemheb, encore là, pour obtenir du grain. Il était revenu avec une 50aine de sacs de blé et tout était rentré dans l'ordre. Reste que cette fois, ma foi, rien de tel. De sorte que dès le lendemain, les artisans reviennent pour faire retentir leurs revendications et ils disent « C'est poussé par la faim et la soif que nous sommes ici, il n'y a plus ni vêtements, ni huile à friction, ni poissons, ni légumes. Écrivez à Pharaon, notre bon maître, et écrivez au vizir, notre supérieur. » Alors ici, il faut se rappeler que depuis Ramsès II, la cour avait déménagé vers la ville de Pi-Ramsès, c'est-à-dire dans le delta du Nil, à 1000 km au nord. Et donc à Thèbes ne restait que le vizir de la Haute-Égypte. Or, il se trouve que plusieurs responsables des temples vont prendre le parti des ouvriers. L'un d'eux, un certain Mentmose, qui est le chef de la police de Thèbes, va les encourager à prendre les provisions disponibles pour le temple. Et même il va marcher à leur tête devant le gouverneur qui sera en visite au temple de Séti Ier le surlendemain. Il va leur apporter du pain et de la bière, et il va apaiser les grévistes. Néanmoins, les provisions ne sont pas en grande quantité, donc les artisans vont être contraints de revenir le lendemain, sauf que les réserves sont vides désormais. Alors, faisant contre mauvaise fortune bon cœur, ils se rapatrient pourtant dans le village, mais c'est encore pour revenir quelques semaines plus tard, et là, les autorités ne peuvent pas les contenir. Le scribe note alors ceci, un de leurs chefs, Aï, fils de Ouï, l'Oubrou, déclara aux ouvriers « Nous ne reviendrons pas au village. Dites-le à vos chefs. Ce n'est pas à cause de la faim que nous sommes sortis, mais c'est parce qu'il s'est produit quelque chose de très mal ici. » On ne sait pas de quoi il s'agit. Mais on sent bien que la révolte prend désormais un tour politique. Et on sait qu'à partir de ces grèves, une tension grave va s'installer entre les artisans et Pharaon, ces artisans dont l'Égypte ne pouvait néanmoins pas se passer. Or, c'est précisément, voyez-vous, dans un contexte similaire que Moïse peut trouver sa place. Pourquoi? Parce que d'autres révoltes vont avoir lieu sous Ramsès IV, autour de 1150, puis sous Ramsès IX, vers 1108. Cette dernière va d'ailleurs entraîner le procès des Houbrous de la nécropole. Alors évidemment, ce que nous allons dire est une conjecture, mais ce n'est pas de l'invention. De toute manière, quelles que soient les théories sur Moïse, elles relèvent toutes d'une conjecture. Disons que celle que je vais vous présenter, qui suit la thèse du professeur Joseph Davidovitz, m'a paru la plus fondée. C'est d'ailleurs celle que répercutent plusieurs communautés juives aujourd'hui. Toujours est-il que Ramsès IX est excédé par ces révoltes, mais surtout par la puissance que représente le clergé du sanctuaire de Joseph Aménophis, qui, nous le verrons la prochaine fois, prend leur défense. D'où la conséquence, non seulement Ramsès IX a des chances d'être ce fameux pharaon qui n'a pas connu Joseph, bon, ça n'est qu'une hypothèse, donc comme telle discutable, mais enfin, donc Ramsès IX est celui qui ne veut surtout plus rien savoir de Joseph, il ne veut plus en entendre parler.
Et quand on regarde les Targums, c'est-à-dire les traductions araméennes de la Bible hébraïque, qui traduit en explicitant le sens tel qu'il était reçu de la tradition orale qui s'était véhiculée de génération en génération jusqu'à l'époque du Christ, le Targum Néophiti écrit « Alors se leva sur l'Égypte un nouveau roi qui ne voulut rien savoir de Joseph et qui ne marchait pas selon ses lois. » Ah bon? Et puis un autre Targum, le Targum Onkelos, écrit lui « Un nouveau roi se leva sur l'Égypte qui ne considérait pas comme valide le décret de Joseph. » Le décret de Joseph, quel décret? Sinon le décret d'Amenhotep III. Alors voilà pour les quelques données qui nous permettront de mieux comprendre le contexte dans lequel Moïse va s'insérer. Elles sont assez récentes, elles datent du début du 3e millénaire, mais vraiment elles donnent à penser. Alors, on reviendra encore sur ce passage lors de la prochaine vidéo, au cours de laquelle, enfin, nous prendrons le temps d'ouvrir le livre de l'Exode et de découvrir ce qu'il a à nous dire. Je vous remercie.